Bonjour à Bonjour. tous. Ah, bon, Salut, salut! Quel suspense! On est enfin live. Est-ce que vous nous Oui, entendez effectivement. bien? Si vous pouvez utiliser le chat en bas à droite pour nous dire si le son est bon de votre côté, s'il vous plaît. Oh, des petits pouces, ça y est. Cool. J'ai l'impression que c'est tout bon. Oui, effectivement, désolée pour ces quelques minutes de retard. Comme disait Maëlle tout à l'heure, au moins ça laisse le temps que les gens arrivent et on n'a pas besoin de laisser planer un petit moment où personne ne se parle. Donc voilà, on peut commencer directement. Exactement. Bienvenue à tous en tout cas et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le thème de l'investissement durable, parcours vers un avenir écologique. Aujourd'hui, du coup, pendant les 45 prochaines minutes, on va un peu plonger ensemble sur l'investissement responsable et tous ces enjeux. Donc, pour ce webinaire, nous avons 3 intervenantes d'exception qui sont donc Maïva Courtois, la cofondatrice d'Elios, Maëlle Caravaca, qui est la cofondatrice de La Crèmerie, et Paul Rodriguez, le cofondateur de Hectaria. Ce webinaire, c'est un webinaire interactif avec, il y a plusieurs questions tout au long du webinaire, donc n'hésitez pas à participer en votant ou en répondant directement aux questions par le chat. De mon côté, je suis là, je travaille chez Elios de base, mais je suis là uniquement pour animer ce webinaire aujourd'hui. Donc voilà, j'essaierai de transmettre vos questions le mieux possible aux intervenants. Et également, ce live, du coup, est enregistré et vous pourrez également le revisionner ou le partager avec vos proches à la fin de ce live. Voilà. Alors, du coup, ah oui, pardon. Du coup, on va lancer un petit sondage avant de rentrer dans le dur du sujet. Vous avez une petite rubrique sondage et on va soumettre au vote le premier du coup. Si tu veux reprendre le... Oui, Tac. exactement. Alors, en fait, donc pour les premiers, est-ce que tu as la... Ouais, donc normalement, le sondage est parti, vous l'avez. C'est quel pourcentage de l'économie mondiale repose sur l'exploitation de la nature? Super. Alors, moi, j'ai directement les 3 sondages. Donc, effectivement, il y a quel pourcentage des sols sur Terre risque d'être dégradés d'ici 2050. C'est un peu pour tester vos connaissances, vous-même, hein, personnellement. Et puis également, du coup, avoir les réponses ensuite. Normalement, vous allez avoir la bonne réponse. Non, pas pour le moment. Il y a un petit piège dans ces 3 questions. Alors, du coup, je les reprends. Quel pourcentage des sols sur Terre risque d'être dégradés d'ici 2050? C'est malheureusement 90%. Donc, c'est un chiffre très inquiétant. Aujourd'hui, on est à peu près à 75%, pour vous donner un ordre de grandeur. Le petit piège, du coup, c'est 5 000 € sur son compte en banque, un compte en banque traditionnel pendant 1 an. C'est l'équivalent des 3 réponses, en fait. Donc, c'est l'équivalent de 2 allers-retours Paris-New York en avion. Mais ceci est équivalent de 190 repas avec du bœuf ou encore 7 années de chauffage électrique. Et puis également, quel pourcentage de l'économie mondiale repose sur l'exploitation de la nature? C'est également, encore une fois, le chiffre le plus important. Et donc, c'est 50%, malheureusement également. Et donc, en fait, on nous a posé un peu toutes ces questions et vous allez pouvoir un peu rentrer plus dans le vif du sujet, comprendre un peu les enjeux de pourquoi, du coup, aujourd'hui, on propose l'investissement durable. C'est un peu pour limiter ces risques. Je laisse du coup la parole maintenant à nos 3 intervenants. Et donc, du coup, Maïva sera la première. Voilà, c'est la question: comment l'investissement responsable peut être une solution concrète face à ces défis qu'on vient de voir tous ensemble. Merci. Tac. Du coup, Maëlle, si tu veux lancer sur la partie. Alors, du coup, une fois qu'on s'est dit ces chiffres-là qui coupent l'appétit, faut se le dire, hein, on sait que la nature est une ressource hyper importante pour notre économie et très franchement, il y aura pas de futur sans nature. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on s'est dit ça? Alors, pour vous poser un peu le décor, déjà, bon, vous l'avez compris, hein, on va parler d'argent, on va parler d'investissement, et déjà la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on peut investir en dehors de toute considération sur l'investissement responsable ou l'investissement impact. Déjà, pourquoi investir? J'ai fait un petit calcul très simple. Je me dis, voilà, si j'épargne 100 € par mois pendant 20 ans, d'un côté, si je fais rien, ça rapporte 0%, hein, donc et en plus je suis sympa, je mets pas l'inflation, mais en gros voilà, j'ai mis de côté 24 000 €, c'est cool.
Si j'investis plutôt ces 100 € par mois pendant 20 ans et que je me fixe un objectif de performance de 5% par an, alors attention, évidemment, ça dépend du tempérament de chacun, des objectifs de chacun. Mais voilà, en gros, au bout de 20 ans, j'ai 40 580 €. Et donc, c'est pour montrer que ne rien faire, c'est franchement pas la solution, à la fois pour la planète, on le verra, mais aussi pour son indépendance financière. Alors que finalement, investir et en plus le faire avec des convictions, ça profite à tout le monde. Donc, en fait, les bonnes questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi et comment investir en prenant en compte la transition écologique et sociale. Et donc, évidemment, au-delà d'urgence auxquelles on fait face et avec les chiffres hyper alarmants qu'on a vus au tout début, pourquoi ça a aussi du sens? C'est parce que ça va devenir aussi de plus en plus rentable. Il n'y a pas de raison que toutes les activités qui vont être au service de la transition génèrent pas à la fois de l'emploi, créent pas de la valeur, etc. Et donc, je vous ai sorti quelques chiffres, moi, qui me semblent très intéressants. C'est que déjà, les entreprises qui vont s'engager en intégrant des démarches d'impact, elles vont être en moyenne 13% plus performantes. C'était un chiffre qui est sorti en 2019. Et donc, déjà à l'époque, on sait, en gros, la valorisation des boîtes va intégrer aussi les efforts qui seront faits pour de l'impact environnemental ou sociétal. Et d'ailleurs, il y a une étude Schroders qui est plus récente qui nous montre que les entreprises qui ont un fort impact, elles sont valorisées 25 fois leurs bénéfices des 12 derniers mois contre 17 fois les entreprises qui ont un faible impact. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que à bénéfice équivalent, une entreprise qui aura de l'impact, elle sera vendue, elle vaudra plus cher qu'une entreprise qui n'en a pas. Donc, c'est pour vous montrer justement cette prime qu'il va y avoir justement sur les entreprises d'impact. Et enfin, les investissements responsables à travers des fonds, il y a 62% des fonds responsables qui surperforment les fonds classiques. Donc, ça veut dire aussi que aller vers cette stratégie d'investissement responsable, c'est pas forcément renoncer à de la performance, au contraire. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, en gros, quand on est un bon investisseur, normalement, on se projette sur les 20 prochaines années. Et donc, ça serait franchement pas intelligent de pas prendre en compte des risques environnementaux ou des risques sociaux dans ces stratégies d'investissement et de continuer à penser que ça n'aura pas d'impact sur la valeur d'une entreprise ou sur la valeur de l'immobilier, des infrastructures, etc. Donc, même quand on n'est même pas un écolo convaincu et qu'on veut juste investir, en fait, faudrait vraiment être très mauvais pour pas s'orienter là-dedans. Alors, du coup, comment on investit en prenant en compte la transition écologique et sociale? Franchement, c'est pas facile. Il n'y a pas de recette toute faite. Ça dépend évidemment des objectifs de chacun. Ça dépend du profil de risque, de l'horizon d'investissement, de son besoin de liquidité, de la fiscalité. Bref, c'est un paquet de paramètres un peu à croiser. Mais en gros, je vous ai mis quelques pistes pour déjà amorcer une démarche d'investisseur responsable. La première étape, ça serait déjà questionner un peu l'argent qu'on a sur son compte courant. Et Robane, tu l'as rappelé avec le chiffre des 5 000 €. Et en gros, confier la gestion courante de son argent à travers un compte courant à un établissement bancaire qui affiche vraiment une vocation écologique, sociale ou solidaire. Je veux pas spoiler, mais j'ai l'impression qu'on a quand même des gens autour de la table qui s'y connaissent. Et Maïva pourra en parler. Donc, vous avez de la chance. Vous avez déjà la solution et elle vous en parlera. Ensuite, il y a orienter ses investissements personnels, mais ça peut être aussi à travers sa société, vers des solutions qui favoriseront la transition écologique et sociale. Donc, ça peut être des fonds d'investissement cotés en bourse à travers son assurance vie, son plan retraite, son épargne salariale, un compte titre, un PEA, bref. Franchement, c'est pas les idées qui manquent. Et là, c'est pareil, les planètes sont un peu alignées aujourd'hui parce que, spoiler aussi, Maïva parlera d'une assurance vie qui est alignée avec l'accord de Paris, les engagements pour l'environnement. Et après, on peut compléter ces stratégies avec de l'investissement direct dans des startups ou des PME non cotées qui ont des activités autour de l'environnement ou le social et qui vont être animés vraiment par une logique de durabilité
au même titre que la performance. Donc, on n'est plus du tout sur la priorité à la performance, on va être vraiment sur un pied d'égalité entre la durabilité et la performance. Et enfin, dernière brique, ça serait développer aussi son patrimoine immobilier. Il faut voir que l'immobilier, c'est quand même l'investissement préféré des Français et des Françaises. Et on peut là aussi intégrer une démarche responsable. Et dans l'immobilier, il peut y avoir plein de formes différentes. Ça peut être évidemment de l'immobilier direct, mais ça peut être aussi de la pierre papier avec de la SCPI, ça peut être des foncières solidaires, et puis ça peut être aussi des obligations pour financer des terres agricoles. Et là, c'est vraiment votre jour de chance, puisque Paul pourra aussi en parler. Du coup, donc là, vous avez quand même la crème de la crème. Hein. Et enfin, il y a quand même pas mal de critères à regarder, parce que il y a tout un jargon qui s'est construit autour de l'investissement responsable. Et franchement, je sais à quel point c'est pas facile de faire le tri. Surtout qu'il y a beaucoup de greenwashing. Hein, il y a un opportunisme évident pour les sociétés d'investissement à aller peindre un peu en vert leur placement. Il faut voir qu'il y a 43% des fonds en assurance vie qui sont affichés comme verts et pourtant qui investissent encore dans la production des énergies fossiles. Donc vraiment, c'est très difficile, entre guillemets, d'éviter le chat noir. Pareil sur l'épargne salariale, en vrai, il y a quand même encore beaucoup de fonds qui sont exposés au financement d'entreprises qui développent de nouveaux projets d'énergie fossile. Et d'ailleurs, c'est une étude en fait qui a été menée par Rift et Reclaim Finance. Si vous l'avez pas encore téléchargez l'application Rift pour scanner vos produits d'investissement et pour voir ce que ça finance réellement. C'est très instructif. Alors du coup, comment on fait le tri ? Eh ben, il y a la méthode courte quand on est tout seul. Je regarde l'intitulé du placement, je me dis ah super, ça sonne bien. Je vois qu'il y a green, je vois qu'il y a durabilité, sustainable. Donc a priori, on est dans le thème. On regarde vite fait les labels parce que on s'est un peu renseigné. Il y a 3 labels en France. Le label ISR, investissement socialement responsable. Il y a le label Greenfin et le label Finansol. Bon, il faut déjà un peu creuser le sujet, mais souvent c'est quand même des trucs qu'on arrive assez facilement à repérer. Et puis, on peut s'arrêter là. Et puis après, il y a la méthode moins courte, c'est-à-dire qu'on va aussi regarder l'approche d'investissement. Est-ce que c'est juste pour choisir le meilleur de la classe dans son secteur et, par exemple, dans le secteur énergie fossile, production de charbon, pétrole, etc. Le meilleur de la classe, en termes d'RSE, c'est Total Energy. Donc, ça les exclut pas de l'investissement responsable, malheureusement. Il y a la démarche best in progress, c'est-à-dire je vais plutôt aller sur des entreprises qui montrent qu'elles font un effort pour aller vers la transition, mais quand même, elles continuent à financer certaines activités plutôt néfastes. Et puis, il y a l'approche qui est un standard plus exigeant, best in universe, où là, je prends les meilleurs de la classe et dans les secteurs les plus avancés pour la transition. Et donc là, forcément, ça élimine les énergies fossiles et tout ce qui pourrait être néfaste pour l'environnement. Puis après, il y a encore d'autres créneaux à aller chercher. C'est difficile de rentrer dans le détail quand on est novice, mais c'est vrai qu'il y a la réglementation qui permet aussi d'identifier un peu mieux ce qui va avoir de l'impact ou pas, notamment la réglementation XFDR. Est-ce que c'est un fonds article 6, un fonds article 8 ou un fonds article 9 ? Il y a des labels français, mais des labels européens aussi. Peut-être le truc le plus facile à aller regarder, c'est l'exclusion. En plus d'un label, c'est d'aller voir en fait si la société exclut certaines activités de manière discrétionnaire. Et donc, ça permet aussi de se dire, je sais que ça financera pas telle activité. Puis, vérifier aussi la mesure d'impact. Certaines sociétés mettent en place des indicateurs d'impact. Et puis, tant qu'à faire, vérifier aussi les pratiques RSE de la société qui distribue le produit, parce que c'est bien de distribuer des placements investissement responsable. C'est mieux en plus si, en tant qu'entreprise financière, on montre aussi un peu l'exemple, on reverse une partie en dons, il y a des écarts de salaire qui sont pas trop déconnants dans la boîte, il y a l'égalité des genres, ce genre de choses. Ça peut être intéressant à regarder. Et pourquoi ça peut être pas mal de se faire accompagner par un expert en gestion de patrimoine pour établir ses stratégies d'investissement à impact. Parce qu'en fait, définir son plan d'investissement, ça peut être un petit peu fastidieux. Donc, il faut voir en termes de connaissances, d'expérience, ses ressources financières, sa fiscalité, ses critères d'investissement.
son aversion au risque, son appétence au gain, ses critères d'impact. C'est en partant de ça qu'on va pouvoir définir une stratégie. Et puis après, il y a les questions qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai envie de réaliser et gérer moi-même mes investissements, ou est-ce que je préfère confier la gestion et le suivi à des spécialistes? Bon, voilà, c'est chacun. On peut tout faire soi-même. L'idée, c'est de savoir jusqu'à quel moment en fait j'ai de l'énergie et du temps pour le consacrer. Et si on veut confier la gestion, bah coucou, la crèmerie fait ça. Donc, et tant qu'à faire sur des investissements vraiment triés sur le volet. Et donc là, c'est ce que je vous ai mis. Investir soi-même, ça veut dire que tu te dis que tu as suffisamment de connaissances, tu as suffisamment d'expérience pour le faire, tu arrives à évaluer les risques, tu as du temps pour suivre tes investissements, tu comprends la fiscalité de chaque placement, et puis tu arrives à définir tes objectifs sur les 10 prochaines années au moins. Et puis si tu te sens pas de faire ça, bah plutôt faire appel à des experts, parce que voilà, on a besoin finalement de déléguer tout ça et de s'appuyer sur l'expertise de spécialistes. Voilà un peu pour le tour d'horizon, en tout cas sur les stratégies d'investissement. Et puis n'hésitez pas du coup s'il y a des questions qu'on regardera évidemment, à laquelle on répondra. Parfait, je pense que c'était à moi. Et merci, oui, à toi Maëva du coup sur les solutions bancaires et assurance vie du coup. Super. Bonjour à tous. Donc moi je suis Maëva Courtois, je suis la fondatrice et directrice générale d'Helios. Je vais vous parler rapidement du coup de la partie bancaire. On va être assez court puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais pour revenir un peu à la genèse d'Helios, il faut revenir avant 2020, et quand on parlait de banque éco-responsable, il y a très peu d'entre nous, peut-être vous et très peu de personnes qui comprenaient ce que ça pouvait vouloir dire. Qu'est-ce que ça peut être la finance durable. Et donc je suis très contente de voir qu'à travers les années, on a pu aussi faire parler de ce sujet-là, d'avoir de plus en plus d'acteurs qui agissent pour proposer des solutions d'investissement, de placement, des solutions bancaires qui permettent de flécher l'épargne vers des projets impact, des secteurs qui ont besoin d'argent. Et donc la genèse d'Helios, c'est de pouvoir proposer une banque dédiée au financement de la transition écologique avec tous les produits qu'on peut retrouver dans les banques traditionnelles. Mais avec la différence, de ne pas financer, de ne pas investir dans des projets qui représentent un risque pour le climat ou la biodiversité. Donc tout ce dont Maëlle a parlé, énergie fossile, gaz, pétrole, charbon, mais aussi les activités comme les pesticides chimiques, l'élevage intensif, les activités liées à la déforestation. Donc avoir en tout cas chez Helios, on fonctionne comme ça. On parle à des particuliers. C'est quand même compliqué d'avoir le temps de se pencher à analyser tous les fonds. Et c'est pas que compliqué, c'est que de toute façon, vous ne trouverez pas l'information puisque c'est des bases de données qui sont payantes et donc qui sont pas accessibles de toute façon au grand public. Donc c'est très compliqué quand on essaie de mettre son argent au service de la transition écologique d'avoir la certitude de le faire bien. Nous chez Helios, on a décidé d'avoir une méthodologie simple, une liste d'exclusion des secteurs que j'ai cités, des secteurs qui sont identifiés comme à risque, qu'on veut pas continuer à financer, qu'on veut pas continuer à développer dans les prochaines années si on veut rester sur une trajectoire qui nous permette d'avoir une augmentation des températures en dessous de 2 degrés, et surtout de pouvoir mobiliser l'épargne des Français aujourd'hui, demain des Européens, et puis j'espère qu'il y aura plein d'autres banques durables dans le monde, en tout cas à mobiliser l'épargne pour pouvoir financer les projets à impact dans les différents secteurs de l'économie qui sont identifiés par les scientifiques comme des secteurs à développer, à créer ou complètement à réinventer. Donc, on va retrouver les énergies renouvelables, l'agriculture durable, la mobilité bas carbone, des activités aussi liées au recyclage. Donc, il y a beaucoup de choses à réinventer. Il y a aussi besoin de capital pour ça. Et donc, la conclusion, et ça c'est plutôt pour vous donner un ordre de grandeur, quand vous mettez de l'argent en banque, dans une banque traditionnelle, si on reste sur les banques traditionnelles françaises, qui font partie des plus grosses, des banques qui financent, qui financent le plus les énergies fossiles, on est surpris de voir que si on regarde les émissions
de gaz à effet de serre, donc c'est votre scope 4 en fait, hein, c'est le scope 4 de 3 et 4 de la banque. Donc les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à ces investissements sont équivalents en fait à, donc c'est, Roman l'a dit tout à l'heure, c'est 5 000 euros sur un compte en banque, dans une banque française. Ça équivaut à peu près à 2,5 tonnes de CO2 annuel. Donc c'est assez colossal, sachant qu'on est censé être à 2 tonnes bientôt. Voilà. Et donc chez Helios, le fait de pouvoir d'investir uniquement dans des activités dans des secteurs de la transition écologique, ça permet, je vais pouvoir le détailler après, mais ça permet d'avoir un impact carbone des investissements qui est beaucoup plus faible, puisqu'on va investir uniquement dans des projets comme donc nous on a investi dans une centrale solaire, par exemple, on a investi également dans des transports en commun, le métro de Marseille, dans des projets en fait qui ont un impact carbone qui sont beaucoup plus faibles. Et surtout derrière, on n'a pas non, on va le voir là, je vous le montre ici. Si on regarde le premier, ça c'est le classement en fait des banques en termes d'émissions de gaz à effet de serre par million d'euros investis. On se rend compte que le top 4-5 des banques traditionnelles ont aujourd'hui une intensité carbone très élevée, et ça c'est lié aux investissements qui sont réalisés. Donc si on revient en fait à comment est-ce qu'on peut faire des investissements, en fait quand vous déposez votre argent à la banque, que ce soit sur tout type de support, hein, du livret d'épargne à l'assurance vie, au compte courant, donc vos supports un peu que la plupart peuvent avoir, en fait l'argent qui est déposé sur ces comptes est utilisé par les banques pour en faire des financements. Il y a 2 moyens de faire des financements. Le premier, c'est une façon très simple. Donc ça, c'est la façon dont quand vous déposez votre argent à la banque, voilà comment il est utilisé. La première façon de faire, c'est si vous déposez 1 million, donc pour ceux qui ont 1 million d'euros en compte en banque, comme ça on a un chiffre clé, un chiffre rond. Donc si on dépose 1 million sur un compte en banque, ça permet à la banque d'investir directement, parce que vous n'avez pas besoin de ressortir ce million d'euros de manière ultra rapide. Eh bien, il va avoir un investissement qui est réalisé, qui est de l'ordre de 25 à 60%. Donc il y a à peu près 250 000 à 600 000 euros qui sont investis directement dans des projets. Et ensuite, il y a une deuxième manière de faire du coup des financements qui est utilisée par les banques, c'est la création monétaire. C'est-à-dire que quand vous déposez de l'argent à la banque, ça permet de faire grossir le bilan de la banque. Donc, si je rajoute 1 million au bilan, le bilan étant gonflé, ça me permet derrière de créer de la monnaie. Donc, c'est factice dans le sens où en fait c'est des lignes comptables qui me disent si j'ai 1 million sur des comptes, je peux créer à peu près 7 millions de prêts. C'est des prêts pour des prêts IMO, pour des prêts conso, pour ensuite des prêts à des entreprises. Et donc c'est de cette manière-là que les banques vont utiliser l'argent qui leur est confié par des entreprises ou par des particuliers comme vous, et ensuite vont en faire plein de choses. Tout le sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, ça nous amène en effet à qu'est-ce que font les banques de notre argent. Il y a une étude Oxfam que je vous invite à lire si un jour vous avez le temps, sur l'impact carbone des banques, qui montre, après avoir étudié en fait le bilan des principales banques françaises, que les 4 principales banques françaises ont émis à peu près 8 fois les émissions carbone de la France entière en une année. Donc c'est assez colossal, et ça et en fait maintenant, c'est assez colossal, mais quand on y pense, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, quand vous voulez développer un projet, donc par exemple, si j'ai 1 million d'euros à investir, si j'investis 1 million dans Hectarea plutôt qu'investir 1 million, dans un projet, 1 million, ça va être difficile, c'est assez petit, mais 1 million dans un projet d'extraction d'énergie fossile, eh bien, ça va pas avoir le même impact. Et donc, c'est là où, en fait, des solutions d'investissement éco-responsables font vraiment sens, parce que c'est vraiment le début de la chaîne. On parle souvent de la consommation, mais votre pouvoir en tant qu'épargnant, il est aussi fort. La consommation, c'est juste que vous le voyez de manière plus directe, c'est moins transparent, c'est
enfin la finance, enfin, la partie épargne est moins transparente, c'est plus opaque. Et pourtant, c'est vraiment le cœur. C'est-à-dire que vous êtes vraiment au début de cycle. Pour développer un projet, il nous faut du capital. Et du coup, est-ce que je l'envoie sur une boîte A ou une boîte B? Et là, les prochaines années se joueront par rapport à ces choix-là. Donc, avec Helios, ce qu'on propose, c'est petit à petit de construire tous les produits dont vous avez besoin. Aujourd'hui, on a une large gamme de produits du quotidien que vous pouvez retrouver sur le site. Donc, on va proposer tout ce qui est produits du quotidien, comme le compte courant, le compte joint. On fait des comptes pour les étudiants. Si vous êtes indépendant, donc profession libérale ou freelance ou dans le médical, etc., on propose également des comptes pour les indépendants. Et on a lancé cet été un compte premium pour ceux qui ont besoin d'avoir des assurances pour les protections voyage, les protections responsabilité civile, etc. Et la spécificité, c'est que vous allez retrouver en fait tout ce qu'on retrouve dans une banque classique, avec une appli facile à gérer, puis vos cartes, des plafonds assez élevés, etc. Enfin bon, tout ce que vous recherchez en fait pour un compte, mais avec la certitude que les financements réalisés par Helios vont à des projets à impact. Et ça, vous pouvez le retrouver sur le site également, parce que je ne vais pas présenter tous les projets, mais aujourd'hui, on a financé plusieurs projets. On a financé 9 millions d'euros, on a investi 9 millions d'euros dans des projets à impact, dans des boîtes dans le recyclage, dans des boîtes de la mobilité durable, des énergies renouvelables. Et ça permet, plus on sera nombreux à mettre notre argent au service de l'environnement, plus, en fait, en tâche de fond, c'est quelque chose qu'on a ensuite plus besoin de faire. En tâche de fond, le capital dans ce monde capitaliste, donc il faut jouer avec les règles, les règles du jeu. C'est qu'on est dans un monde capitaliste. Comment est-ce qu'on flèche le capital vers des projets impact, vers la transition écologique, et comment on le met au service de notre avenir. Voilà. Et en termes donc on parlait là on parlait de produits du quotidien, mais on a aussi, Maëlle a spoilé tout à l'heure, on a aussi travaillé à proposer des solutions d'investissement, de l'épargne. Donc, on propose de l'assurance vie. On propose aujourd'hui une assurance vie qui vous permet en fait de ne pas avoir à aller chercher si les fonds sont ISR, qu'est-ce qui est financé à l'intérieur. En fait, déjà, le travail a été réalisé en amont. Nous, on travaille avec on travaille avec Goodvest et Carbon 4 pour analyser les portefeuilles. Donc, il y a plusieurs centaines de fonds d'investissement qui sont analysés, qui sont ensuite retirés parce que ils correspondent pas aux critères que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire investissement dans des projets ou des entreprises de notre liste d'exclusion. Ou derrière, même si la liste d'exclusion est validée, finalement, le fléchage de l'épargne ne va pas à des projets d'impact. Donc, l'assurance vie qu'on propose, c'est la seule à être validée par Carbon 4 et qui permettent d'avoir en fait une trajectoire d'augmentation des températures des investissements qui soit en dessous de 2 degrés d'augmentation des températures. Donc c'est la seule qui est validée et qui vous permet aussi d'avoir, comme disait Maëlle, des rendements, des bons rendements. Après, je n'ai plus la petite astérix des rendements passés ne présagent pas des rendements futurs, mais personnellement, je l'ai depuis 1 an et je crois que j'ai fait 11%, quelque chose comme ça. Ouais, ça a été une bonne année, là, depuis le début de l'année, ça a été une bonne année. Exactement. Et donc, ça permet d'avoir des produits en fait que vous avez au quotidien, mais avec un impact important. Moi, je pense que ce qu'on fait tous les 3, donc Hectarea, la crèmerie et Helios, ça permet
de vous permettre d'avoir des solutions, vous qui cherchez des solutions, d'avoir des solutions qui sont concrètes, qui sont vraiment transparentes et dédiées à la transition écologique. Mais ça permet également, demain, plus on sera nombreux en tant qu'épargnants aussi à vouloir nous investir là-dedans, de rebattre un peu les cartes et de parler aussi aux autres banquiers, ceux qui aujourd'hui disposent quand même de beaucoup plus de capitaux à investir, pour leur montrer qu'en fait les clients, les épargnants veulent autre chose, qu'on est en train de, qu'on demande à investir dans d'autres types de projets et d'arrêter de financer encore et encore des nouveaux projets d'extraction pétrolière qui, à chaque fois qu'on pense que ça s'arrête, il y a un nouveau rapport de Reclaim Finance ou d'Oxfam qui dénonce le fait que finalement les banques françaises qui pensaient s'arrêter de financer les énergies fossiles se sont réinvestis dans ce type de projet. Donc voilà, ce qu'on propose, je pense, c'est la possibilité d'investir dans la transition écologique, d'investir, ou en tout cas chez Helios, pas directement investir, puisque via le compte courant, il n'y a pas de risque de perte en capital, il n'y a pas de rendement, mais il n'y a pas de risque de perte en capital, et d'aller encore plus loin en investissant avec de l'assurance vie ou en épargnant avec le compte épargne qu'on propose, et les différents outils qui vous aident à mieux comprendre. On propose par exemple on a un programme de fidélité qui s'appelle Tous consommateurs, qui accompagne aussi de manière régulière. Je parlais du coup de l'épargne, mais il y avait quand même des sujets sur la consommation côté client. Comment est-ce que je vais un cran plus loin? Vous avez toutes les transactions, vous voyez tout ce que je consomme, et aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment changer ma façon de consommer. Donc, on a essayé d'y répondre de manière positive. Comment on peut montrer que les choses avancent. Moi, je suis quand même très positive, même si quand même un peu stressée pour la suite de comment les choses vont évoluer, mais très positive quand je vois le nombre d'entreprises, le nombre de nouveaux projets qui se lancent et qui proposent des choses complètement différentes, repensées et donc éco-responsables, made in France, avec des circuits courts, etc. Et ça, on le propose dans le programme de fidélité Tous consommateurs, qui est relié en fait à la carte et qui propose 120 marques partout en France, dans tous les secteurs, habillement, alimentaire, etc. Et ça permet d'avoir des réductions, à peu près 6% de réduction à chaque achat. Voilà, je clôture là-dessus, mais c'est de manière générale, je pense qu'on parle tous d'argent ici. Et en fait, l'argent, moi, je vois ça comme un circuit. Aujourd'hui, c'est un circuit très ouvert. Et de la même manière qu'on peut le faire avec les monnaies locales, l'objectif, je pense aussi, là, en tout cas nous chez Helios, notre objectif, c'est d'arriver à créer un peu un circuit court de la monnaie pour financer la transition écologique, que vous la financiez, mais que vous continuez à consommer chez en fait des entreprises engagées et éco-responsables. Et un jour, la boucle est bouclée et les choses avancent. Et il n'y aura plus besoin d'en parler. Voilà, c'est ça. Là pour en parler. Et je rebondis sur ce que tu as dit, Maëva, parce que en fait, l'intérêt du compte courant dans une banque éthique, comme le fait Helios, c'est simple, c'est que très souvent, je pense, un peu dans la pensée collective, on se dit que les gros pollueurs, c'est manière assez évidente, les majors pétrolières, etc. J'ai regardé, je crois que c'était hier, j'ai vu passer les 5 plus gros pollueurs en France. T'as Arcelor, t'as Total Energy, et ensuite, c'est complètement dingue quand même, mais c'est les 3 banques, Crédit Agricole, Société Générale, BNP. Là où on s'imagine pas, en fait, c'est pas des mecs qui produisent du charbon directement, c'est pas leur activité, c'est faire du financement. Mais ça prouve bien qu'effectivement, confier son argent à des gens qui ont moins de conviction que soi, c'est laisser carte blanche pour aller financer des activités extrêmement rentables. C'est encore le cas pour les énergies fossiles. Mais donc, du coup, ça vient en dissonance, je pense, avec nos convictions tous personnelles sur cette nécessité de faire la transition. Donc, vraiment, l'intérêt du compte courant d'Helios, c'est quand même complètement dingue de se dire que cet argent va pas au bon endroit sur les banques traditionnelles. Voilà. Merci.
Troisième coup, partie. allez, c'est parti. Du coup, je suis Paul Rodriguez, je suis fondateur et président d'Hectarea. Effectivement, et ce qui a été dit avant, il faut s'inscrire, comme dit Maëva, dans le monde dans lequel on est pour justement amener les capitaux vers des placements qui ont du sens, qui ont un vrai impact et qui sont dans l'économie réelle. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Hectarea, c'est voilà, au-delà d'aller, vous pouvez prendre des produits sur le marché qui existent et déjà faire un tri, chose qui est très dure à faire de ce qui a été évoqué avant par Maëva, pour aller justement, on va dire, isoler vraiment les bons placements. Nous, on est parti sur une autre approche avec Hectarea, c'est qu'on a allé directement créer des produits d'investissement avec un impact durable et concret, et cela dans le secteur agricole. Alors, pour expliquer la jeunesse du projet Hectarea, on a en fait deux pendants. Donc, le particulier qui, et j'aime beaucoup la notion consomme-acteur, donc avec en fait, son investissement, c'est sa consommation par là, si on réfléchit bien les choses. Et donc, en fait, vous avez un double paradigme. Vous avez côté particulier, on a voilà 60% ou 50% de la population qui veut investir en ayant de l'impact avec son épargne. Et côté agriculteur, vous avez 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et en fait, pour que la nouvelle génération d'agriculteurs s'installe, il y a des besoins en financement qui sont de plus en plus élevés. Plusieurs raisons pour ça. On parle beaucoup d'impact, d'écologie, mais le monde agricole, comme on l'a dit au début dans les petites questions, 50% de la valeur qui est créée par toutes les boîtes, elle vient de la nature, de la terre. Et en fait, sur ça, un agriculteur, lui, l'idée, c'est de faire des cultures, d'élever un cheptel. Et quand il fait ça, il va façonner les territoires, il va entretenir les terres. Et pour ça, il n'y a pas de rémunération à la clé. Et donc, vous avez des agriculteurs qui ont de plus en plus de mal à se financer. Donc, pour la raison, c'est le financement de l'écologie qui est une des raisons. Et c'est bien d'avoir des envies et de vouloir intervenir. Mais en fait, à la fin, pour l'agriculteur, et j'en ai rencontré plus de 200 sur les 12 derniers mois, à la fin de la journée, c'est qui paye. Parce qu'à la fin de la journée, il faut que son activité soit rentable et qu'il en vive. Et donc, il y a ce paramètre de l'écologie à financer. Et ensuite, il y a aussi les exploitations. Pour qu'elles soient rentables, vous avez des exploitations qui ont grandi en taille. Et donc, le montant pour s'installer, en fait, il est devenu de plus en plus élevé côté agriculteur. Et donc, ce qu'on a créé chez Hectarea, c'est un investissement direct. Donc, côté particulier, en fait, on vous permet d'investir dans la terre agricole. Et comme ça permet à l'agriculteur, en fait, de financer plus facilement ses projets. Pour expliquer ça, en fait, un agriculteur qui s'installe, il doit acquérir la terre agricole, il doit acquérir le matériel pour la travailler, faire des prêts pour faire de la transformation des produits, faire la commercialisation, etc. Et en fait, il ne peut pas investir sur tous les aspects. Donc en France, vous avez en fait déjà 60% des terres agricoles qui sont en location. Et donc nous, on a fait un système très simple qui a un pont direct entre les deux, où en tant que particulier, vous pouvez investir dans la terre agricole de l'agriculteur pour l'aider à se financer. Sur ça, voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà investi dans l'agriculture en tant que tel, parce que c'est quelque chose de vital. Et quand on regarde, si vous voulez, dans notre société actuellement, on a une déconnexion assez forte avec le monde agricole. Et donc, c'est un secteur qui a besoin de financement et qui est capital pour notre vie, inutile de le rappeler. Sur l'investissement dans la terre, en fait, très concrètement, vous avez trois piliers. Le premier pilier, c'est l'impact. Nous, chez Hectarea, on finance uniquement des agriculteurs qui sont soucieux de bien faire. Donc, ça va être des agriculteurs qui s'engagent vers des productions en agriculture biologique, en agroforesterie, en agriculture régénérative. Donc, ça dépend après des projets et des filières. Mais en tout cas, on va financer et on va vous permettre d'investir aux côtés uniquement d'agriculteurs qui vont vers une démarche plus durable de la production. Ensuite, c'est Maël qui en parlait au début, chacun a son profil d'investisseur et en fait, quand vous faites votre profil d'investisseur, vous avez des placements avec, il y a toujours un couple rendement-risque. Plus vous allez sur des rendements élevés, plus vous avez un risque élevé. Ça, c'est les bases de l'investissement. La terre agricole, en fait, investir dans la terre, c'est comme investir dans la pierre. Et donc, l'immobilier, c'est le placement préféré en France d'investissement. La terre agricole, c'est la même chose. C'est un actif qui est tangible, qui est immuable, qui est concret. Et donc,
investir sur ça, c'est quand même quelque chose qui traverse les crises et qui a une bonne résilience et qui est voire un peu moins cyclique que peut l'être l'immobilier même. Voilà, donc c'est vraiment le deuxième point, c'est de se dire que c'est un investissement qui est très concret. Et le dernier qui est la rentabilité, parce que au-delà de l'impact, il y a toujours aussi ce sujet de la rentabilité dans un investissement. On peut faire le mimétisme avec l'investissement dans l'immobilier. En fait, quand vous investissez dans un appartement, vous achetez un appartement, vous avez des loyers qui sont payés par un locataire. Ben là, c'est la même chose. Vous avez un terrain agricole. L'agriculteur, il paye ce qu'on appelle un fermage, mais qui est en fait un loyer. Et donc, ce loyer, il est entre 2 et 4% par an. Et nous le versons tous les mois donc sur la plateforme directement aux investisseurs. Et donc, la deuxième composante, ça par contre, c'est la partie plus-value. Donc, comme si vous achetez un appartement, vous achetez une terre agricole, lorsqu'elle est revendue, vous avez en fait accès à la plus-value de revente qu'il peut y avoir, voilà, la plus-value potentielle. Et ça, les terres agricoles ont pris à peu près 4% en moyenne en France sur les 10 dernières années. Donc voilà, avec ces trois piliers, donc la rentabilité estimée selon les projets, elle varie entre 5 et 7%. Sur ça, l'idée en fait, et ce qu'on fait au quotidien, c'est rencontrer les agriculteurs, voir leurs projets et vous proposer une grande diversité de projets agricoles. Donc on a financé des projets où c'était de la production de céréales, de maïs. On a financé des projets où c'était par exemple de la production de fleurs françaises. Si vous allez sur le marché des fleurs, effectivement, c'est un marché dont on parle pas beaucoup, mais vous avez 80% des fleurs qui sont importées en France. Il y a eu un cas récemment avec une intoxication chez une fleuriste tout simplement avec les fleurs, parce qu'il faut savoir qu'en Europe, nous produisons des produits phytosanitaires qui sont revendus à des pays comme le Kenya par exemple, qui lui produit 30% de la consommation de fleurs en Europe. Et donc, vous envoyez des produits chimiques là-bas, les fleurs sont importées par la suite. Et donc, vous avez des produits sur le marché qui sont même pas conformes avec nos normes, voilà, mais qui sont en prix, bien sûr, bien en dessous des prix de fleurs françaises. Donc voilà, on a financé par exemple ce projet-là qui était dans le Var pour de la culture de pivoine, donc de façon éco-responsable, qui était une très belle fleur par ailleurs. Ensuite, on a financé des projets, donc, on vous a permis d'investir dans des parcelles de vignes en terrasse du Larzac dans le Languedoc. Et là, la semaine prochaine, on lance un nouveau terrain à l'investissement. On ouvre un nouveau terrain à l'investissement qui sera donc pour des belles parcelles de pommiers en Normandie, donc des vergers bio avec pâturage des vaches sous les vergers et pour la production de cidre bio d'exception. Voilà, donc on lance ça la semaine prochaine. Sur l'investissement, et je reviens encore une fois sur les propos de Maëlle, c'est vraiment très important de comprendre ce couple rendement-risque. Nous, chez Hectarea, le choix qu'on a fait, c'est de permettre aux particuliers d'investir uniquement dans la terre agricole. Pour la simple et bonne raison, c'est que oui, il faut flécher un maximum d'épargne vers du concret et vers la transition écologique, ce qu'on fait via l'agriculture, mais non pour le faire à n'importe quel prix. C'est-à-dire que si vous faites un prêt à 8% à un agriculteur, vous allez avoir un taux de défaut, donc de non-remboursement du prêt qui va être élevé, et donc vous avez un risque de perte en capital très élevé. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de permettre d'investir uniquement dans la terre, parce que malheureusement, même si l'agriculteur venait à faire faillite, nous, on a toujours la terre qu'on peut revendre pour vous ou relouer à notre agriculteur. Et donc, c'est ça qui est primordial dans l'investissement. Il faut faire de l'impact, mais si on veut amener des flux importants, il faut vraiment faire attention au risque qui est en face. Voilà. Et donc sur le fléchage de l'épargne, pour reprendre le fil de la discussion qu'on avait, vous avez votre compte courant qui est placé, qui a un compte de dépôt. Vous avez vos investissements du monde existant, on va dire, qui peuvent être mieux fléchés via des assurances vie durables. Et vous avez aussi des solutions, et Maëlle l'a mis au tout début, où c'est des solutions plus directes, où en fait vous-même vous allez donc sur des plateformes d'investissement. Et nous, si vous voulez, pour tout ça, c'est quand même, ce sont des activités qui sont encadrées. Nous, on est régulé par l'autorité des marchés financiers, et donc vous avez toute la documentation qui est disponible qui est déposée à chaque fois à l'autorité des marchés financiers sur l'investissement.
et qui cadre votre investissement de particulier. Donc voilà, il faut bien regarder dans quelles conditions c'est fait et sur quel actif vous investissez derrière. Mais l'investissement indirect, ça permet d'aller sur des projets très concrets. Et le monde agricole en a besoin. Au-delà de sa consommation, il y a aussi ce besoin d'investissement financier. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le fonctionnement ou sur les projets. Et d'ailleurs, Paul, moi, je rebondis là justement sur la thématique de l'agriculture, parce que tu disais qu'il y avait, c'est la moitié des agriculteurs qui vont arriver à la retraite là dans les 10 prochaines années. Mm-hmm. Et du coup, ça va mécaniquement en fait laisser, s'il n'y a pas de repreneurs, des terres un peu en déshérence, ou alors laisser la place en fait à des gros industriels qui vont continuer à faire de l'exploitation plutôt intensive sur des exploitations de grande taille, etc. Donc il y a aussi ce enjeu. Ouais, c'est un vrai. En fait, on parle très souvent sur l'agricole uniquement d'écologie et de transition écologique, mais il y a l'impact social. Venant du milieu agricole moi-même, l'impact social, il est aussi important, voire plus, parce qu'il y a effectivement déjà le fait d'être valorisé tout simplement pour le travail qui est fait au quotidien, c'est-à-dire nourrir les hommes et les femmes. Et il y a effectivement, si on permet à des agriculteurs de s'installer plus facilement, c'est-à-dire les libérer d'une certaine pression financière au début, mais on permet aussi à des fermes de 10, 20, 60 hectares de voir le jour et pas uniquement renforcer des fermes qui font déjà 500 hectares ou plus. Donc, il y a un vrai sujet sur ça et les agriculteurs ont besoin de financement. Je vois dans les questions qu'il y a une question sur la spéculation foncière. Ah ouais, j'allais te poser la question aussi, sur la spéculation. Ouais. Du coup, vous êtes propriétaire des terres. Ouais, effectivement, c'est une question qui revient souvent. Si vous voulez, il y a déjà 60% des terres qui sont en location en France. Donc, depuis la Seconde Guerre mondiale, la location des terres, c'est quelque chose qui a été mis en place justement pour permettre aux fermiers d'avoir des volumes suffisants pour être rentables sur leurs exploitations. Donc, sur ça, il n'y a pas de financiarisation spécifique parce que les prix sont encadrés par les organismes qui s'appellent les SAFER et qui sont les organismes de protection. Donc, ils encadrent les prix et les loyers sont également encadrés. Donc, ce qu'on vient faire, en fait, c'est pas se financiariser spécialement, c'est apporter un lien direct entre consommateurs qui peuvent investir et agriculteurs et surtout apporter plus de capitaux. Parce que dans le monde agricole, il y a 50% d'agriculteurs qui partent à la retraite dans les 10 prochaines années. Donc, les besoins en financement, ils sont massifs. Nous, on a entre 3 et 5 dossiers qui arrivent par jour pour du financement. Donc, il y a un réel besoin qui est très fort. Et en fait, c'est pas un mauvais mot que de dire ça. On apporte des financements où il faut. Et comme vous l'avez dit avant, les 3 des plus gros pollueurs sont les banques. Donc, en fait, l'épargne, il faut la flécher au bon endroit. Et c'est pas un gros mot de parler d'épargne, sinon on ne peut pas avancer les choses. Non, en fait, c'est vrai que souvent, on a l'impression qu'il y a cet obstacle en fait entre le sens, l'impact et la rentabilité ou le rendement. En réalité, il y a besoin. On peut pas se passer d'argent pour aller financer les activités qui sont essentielles et positives pour l'environnement et puis pour nous, parce que ça, c'est aussi assurer notre souveraineté alimentaire, clairement. Ouais, c'est des sujets qui reviennent souvent. En fait, je fais une digression rapide. Sur l'alimentation en France, on a 15 grandes filières. Il faut savoir qu'à part les filières laitières, viticoles et céréalières, toutes les autres sont déficitaires en import-export quasiment. Et donc, on est plus souverain sur nos filières. On importe un poulet sur 2 en France. Notamment, on a vu les sujets de dumping avec le Brésil. Enfin, il y a plein de filières où on est plus bon et donc il faut absolument consommer français, mais aussi aider les agriculteurs à se financer sur des projets durables sur notre territoire. Parce on peut pas tout acheter de l'étranger sur ça et à des prix qui sont déloyaux pour nos agriculteurs. C'est clair. Ok, et ben merci beaucoup en tout cas à tous les 3. Alors juste, il y a quelques questions que j'ai vues. Ouais. Alors, Maëlle, j'en ai une pour toi après. Et je me souviens aussi de Maëva. La question principale, c'était sur l'indépendance d'Helios. En fait, le fait qu'on soit affilié à une grande banque. Donc voilà, si tu veux y répondre, ton micro est coupé. Oui. C'est quoi la question ? C'est en fait le fait de notre indépendance, c'était principalement une comparaison avec la nef en disant que seule la nef avait cette capacité d'être indépendant. Alors, première partie de la réponse, avant de répondre.
Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez malsain dans ce secteur et de manière générale dans le secteur de la transition écologique et de l'écologie, c'est que en fait l'objectif c'est pas de s'entretuer entre la nef, Green Got, Goodvest. En fait, même si entre guillemets on est concurrent, on représente même pas 1% des acteurs aujourd'hui du marché. Donc l'enjeu, si on veut pas aussi rentrer dans le jeu de ceux qui lancent plein de rumeurs pour essayer de décrédibiliser les nouveaux acteurs, c'est faites le choix qui vous semble le mieux dans tous ces acteurs. L'objectif, c'est d'en trouver un, enfin, c'est de le faire. Et je pense que de manière générale, à moins que vous soyez multimillionnaire, le geste, il est symbolique par aussi le nombre. Plus on sera nombreux à le faire, parce que c'est pas avec vos, je sais pas combien on a, mais 5 000 euros d'épargne, 20 000 euros d'épargne qu'on va changer les choses. Par contre, si on est des millions à le faire, que ce soit à la nef, au crédit coopératif, chez Helios, chez Green God, chez Goodvest, à la crèmerie, chez Hectarea, enfin, je veux dire, il y a de plus en plus d'acteurs. Choisissez celui que vous voulez, mais je pense que on doit, dans la symbolique, montrer que c'est quelque chose qui nous importe. Pour notre indépendance, donc Helios, donc pour répondre à la question, Helios est entièrement indépendant. On est aujourd'hui en fait une entreprise, une SAS, donc avec des investisseurs privés, donc c'est des fonds d'investissement privés. On a une partie des investisseurs qui sont également des clients, une bonne partie maintenant, et ensuite on a les fondateurs et les salariés de l'équipe qui détiennent l'entreprise. Donc on n'a aucune participation, donc on n'a aucun lien en fait, aucune participation de banque ou d'acteurs bancaires traditionnels. Et la nef d'ailleurs est liée pour le coup à Crédit Coopératif et donc aussi à la BPCE, ce qui est totalement normal puisque en fait tous les acteurs travaillent d'une façon ou d'une autre ensemble. On est quand même un peu à la fin des process qui sont rattachés à l'un ou l'autre des acteurs. Et en termes d'investissement, nous aujourd'hui, on est donc ce qui va différencier d'une banque traditionnelle, c'est la slide que j'ai présentée sur les deux façons de pouvoir faire des financements via les dépôts qui nous sont confiés. Il y a une partie où on peut financer via vous avez 1 million sur un compte bancaire et donc je peux directement investir entre 25 et 60% de ces dépôts. Et la deuxième façon, c'est de faire de la création monétaire. La seule chose qui nous est empêchée aujourd'hui, qu'on ne peut pas faire chez Helios, c'est la création monétaire. Et ça, du coup, c'est pas un secret. On n'est pas établissement bancaire, donc on ne crée pas de monnaie. Par ailleurs, quand on nous confie 100 millions d'euros, on peut investir à peu près 30-40 millions d'euros dans des projets à impact. Voilà. Ok, merci. Après, du coup, il y a 2 questions pour Maëlle. Je te les ai mis dans questions. Du coup, il y avait une question, par exemple, vous dites qu'il faut regarder les articles SFDR, mais ce n'est pas un peu biaisé. En effet, chaque société de gestion déterminant sa politique de classement par rapport à ses fonds, enfin, pour favoriser un ou l'autre. Ouais, alors bon, là on rentre un peu dans le jargon, mais en gros, c'est vrai que maintenant chaque produit d'investissement a une catégorie SFDR, c'est la réglementation européenne en fait qui s'applique pour déterminer ce qui est comment définir, je vais y arriver, comment définir un placement responsable, donc sur l'impact environnemental et sur l'impact social, et donc c'est la SFDR qui permet de définir ça. Et donc, effectivement, cette classification, c'est de l'autodéclaration par les sociétés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité qui dit ton fonds, il est article 8, il est article 6 ou il est article 9. En gros, c'est la société qui distribue ses placements qui va dire moi, je me mets dans la meilleure catégorie ou dans celle du milieu. Bref, sachant que la meilleure catégorie, donc c'est l'article 9. Donc, effectivement, ça pourrait être un petit peu bullshit, mais quand même, je trouve que ça en dit quand même un peu sur l'intention de la société, parce que l'article 9 doit, exprimer une véritable intention de financer des activités durables et donc pas seulement prendre en compte des critères environnementaux ou des critères sociaux. Et puis mine de rien, avec la réforme qu'il y a eu sur le label ISR, avec toute la réglementation aussi qui bouge sur les reporting que les sociétés doivent faire
sur leur impact. Il y a quand même pas mal d'acteurs qui ont été obligés de sortir de la catégorie 9 parce qu'elles sentaient de toute manière qu'elles mentaient délibérément en fait aux épargnants. Donc il y a eu un retour en arrière. Il y a eu des boîtes qui distribuaient des fonds article 9 et qui finalement sont passées en catégorie 8 parce que c'était pas honnête. Puis il y en a d'autres peut-être qui continuent à dire que c'est article 9 et qui sont malhonnêtes. Et c'est aussi pour ça l'intérêt de se faire accompagner, c'est d'avoir des professionnels comme nous à la Crèmerie, où on va passer beaucoup de notre temps à auditer des fonds cotés ou même du coup des acteurs non cotés sur différentes thématiques et de voir ce qui est vrai ou faux et voir ce qui a le plus d'impact. Et donc je crois d'ailleurs, Romane, c'était aussi notre question. Nous, on fait des comparatifs, on ne fait que ça, de savoir quelle est la meilleure assurance vie, quels sont les meilleurs fonds à mettre dans son PEA, dans son compte titre, quelles sont les solutions sur l'agriculture, quelles sont les solutions sur la technologie for good, la mobilité, l'alimentation, enfin bref. On passe notre temps à faire ça pour justement mettre en lumière les acteurs qui sont de manière assez authentique engagés dans ces démarches. Oui, et puis se renseigner et puis également accompagner. On n'est pas tous au courant de tout ce qui existe, c'est normal. C'est pas forcément son métier, donc super. Et puis du coup, je vois que Paul répond au fur et à mesure dans les questions à chacun. J'ai vu qu'on dépassait un peu le temps, donc j'ai répondu au fur et à mesure. On dépasse, on a commencé un peu en retard, alors du coup, je me permettais de gratter un peu. Mais c'est vrai que je vois que plusieurs personnes se déconnectent au fur et à mesure. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des interrogations. Je pense que on est 3 entreprises où on est quand même assez accessible facilement. Voilà, vous avez toujours le moyen de nous contacter. Si vous avez la moindre question, vous aurez une réponse assez rapidement. Et donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, ce live il a été enregistré, donc il vous sera retransmis. Vous pourrez le partager autour de vous, ou également le revisionner, revoir les slides. Et si vous avez des interrogations, comme je disais, on est là pour y répondre. Merci en tout cas à tous d'y avoir participé. Merci à Paul, Maëlle et Maïva. Et puis, très bonne journée, très bonne semaine. Et puis, vive l'impact, du coup, au lecteur. Bonne journée. Merci à tous. Bon après-midi. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous écrire. Merci. À bientôt.